d'abord, je suis fondamentalement d'accord avec tout ce qui a été dit par Natacha. Je vais sans doute faire une focale sur cette question de la fonctionnalisation en m'intéressant peut-être à, comme disent les anglo-saxons, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire ce qui a réellement fait débat, au moins dans la presse et dans une partie de la classe politique, lorsqu'a été annoncée la dernière réforme, les ordonnances, et ce qui en réalité a également surpris, c'est-à-dire la fonctionnalisation du corps préfectoral. Enfin, du coup, la fonctionnalisation plutôt de la fonction de préfet. Euh, le sujet a surpris évidemment parce on sort plutôt d'une phase dans laquelle l'exécutif a aimé mettre en avant le couple préfet-maire, l'importance de la préfectorale qui n'aurait pas et qui, je pense objectivement, n'a pas démérité lors de la crise de la Covid. L'importance également de cette administration déconcentrée, l'État de retour sur les territoires, etc. Bref, vous avez entendu tout ça. Je ne suis pas capable de vous le faire avec l'accent gascon, mais vous voyez à peu près de quoi l'on parle. Alors, du coup, les préfets en eux-mêmes et une grande partie de la classe politique ne s'attendaient absolument pas à ce que la préfectorale soit concernée par cette réforme. D'où un certain nombre de surprises, un certain nombre également de levées de boucliers que je souhaiterais analyser ici, je dirais, sous un double angle. Le premier angle, c'est qu'est-ce que ça change réellement? Et là, c'est quelque chose que Natacha a un peu évoqué. Est-ce que vraiment on est face à une révolution à travers la fonctionnalisation de la préfectorale, ou est-ce qu'on est plutôt dans une évolution? A priori, on est dans quelque chose qui tend un peu aux deux. La deuxième conception, parce que par rapport au duo qui a été évoqué en introduction, je fais ma thèse en sciences politiques et j'ai été recruté en droit, donc j'ai une sorte d'hybride, d'être étrange. Donc je vais essayer de tenir un peu dans mon intervention les deux points, les deux ponts. Mais comment est-ce que cette réforme, elle a été perçue, ressentie, saisie? Et là, je crois qu'il y a trois types d'acteurs qu'il faut prendre en considération. D'abord, les préfets eux-mêmes. Et du coup, en amont de cette intervention, j'ai essayé d'en interroger quelques-uns en activité ou à la retraite. Et comment est-ce que c'est perçu, conçu par l'exécutif également? Quel sens l'exécutif souhaite donner à cette réforme? Et de l'autre côté, comment est-ce que c'est perçu par les élus, notamment les élus locaux, qui sont a priori ceux qui sont le plus en contact avec ces préfets. Alors, déjà, peut-être en introduction, je dirais que cette réforme est issue de deux dynamiques. D'abord, elle ne sort pas tout à fait de nulle part. Il y a évidemment la dynamique qui a bien été décrite, celle d'un quinquennat Macron qui, très rapidement, dès l'entrée en candidature d'Emmanuel Macron, eh bien, part sur un discours justement de rénovation de l'État, spoil system à la française, etc. Tout ça est évoqué, tout ça est répété durant le quinquennat. Et va être répété très récemment jusqu'au discours du 8 avril, où là, Emmanuel Macron va revenir sur ce sujet-là, et où, au bout du compte, rapport Thiriet passant par là, réforme de l'ENA, on voit le véhicule arriver, passer, même si pour le coup, la préfectorale n'apparaît pas à ce moment-là en première ligne, et qu'il y a vraiment un sentiment de protection de la part de la plupart des préfets. Il y a un autre mouvement de fond qui est lié en effet à des dysfonctionnements qui sont compris, existants, et je dirais également acceptés. La critique est acceptée par une partie des préfets. On a notamment un rapport de la Cour des comptes en 2014 qui pointe la question des préfets hors cadre et qui, par ricochet, interroge également la pertinence du coût du corps. Alors, le décret qui va suivre va être un peu une réformette, une façon de tout changer pour que rien ne change. Mais la question des préfets en mission de service public, grosso modo des préfets qui n'ont pas de fonction territoriale et qui, pour certains, pour le dire gentiment, se retrouvent dans des placards dorés, eh bien, tout ça interroge à la fois les élus, mais interroge également dans la haute administration. Néanmoins, encore une fois, a priori, au mois d'avril, au mois de mars, on sent une forme de
certificat d'immunité pour la préfectorale. Alors, ce certificat d'immunité, bon, pas de spoiler, mais bon, après, vous avez déjà entendu le début de l'intervention et vous en avez entendu parler dans la presse si vous n'êtes pas le nez sur ces sujets-là. Donc, vous savez qu'en effet, il n'y aura pas de certificat d'immunité et que eh bien, la préfectorale va être concernée au premier chef par cette réforme. Je dirais qu'il y a 3 angles d'analyse pour arriver à comprendre et pour arriver à saisir à la fois la manière dont cette réforme est arrivée, les effets qu'elle va pouvoir produire et la manière dont elle a pu être perçue par les différents acteurs. Il y a la question des carrières, dont je dirais les soubassements vous ont été bien présentés, donc je vais me permettre d'aller relativement vite. Il y a la question également du rapport au territoire, qui va être assez central dans la manière dont vont se cristalliser une forme de dispute sémantique et symbolique. Et il y a enfin la question du rapport aux politiques et à la politisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La première question relative aux carrières, eh bien, tend dans une démarche, encore une fois, qui est une démarche de fond, pour l'exécutif, à une volonté de briser les corporatismes, un préfet parle de libéralisation du corps préfectoral, qui en réalité n'est pas uniquement lié à cette fonctionnalisation. Il y a d'autres éléments qui, depuis déjà un certain nombre d'années, tendent à crisper la préfectorale. C'est notamment le cas de l'évaluation. Alors, les préfets sont évalués, et ça ne date pas d'hier, mais on va avoir une évolution des méthodes d'évaluation à travers un certain nombre de critères qui vont être jugés comme étant peu, voire pas du tout pertinents par les préfets, notamment les OVQ, les objectifs de la vie quotidienne, qui sont perçus en réalité comme totalement hors sol et paradoxalement relevant d'une logique d'ancrage dans le réel, mais totalement décroché du réel, c'est-à-dire d'un réel tel qu'il est conçu par une administration centrale qui voudrait évaluer une pratique quotidienne qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle essaye de construire, de cadrer à travers des indices qui permettent une évaluation et une comparaison, alors que pour les préfets, eh bien, la qualité du métier, je reviendrai sur cette notion de métier telle qu'elle est exprimée, passe d'abord et avant tout par une capacité à gérer les crises et à s'adapter justement à une réalité locale qui ne peut pas être normée. Et donc là, vous avez entre d'un côté celui qui va concevoir l'OVQ et de l'autre celui qui va devoir répondre à ce type d'évaluation, je dirais une sorte d'incommunicabilité qui va faire beaucoup pour une forme de malaise au sein de la profession auquel la fonctionnalisation annoncée eh bien, ne fait que rajouter. J'aurais peut-être dû commencer par là, je comptais l'aborder plus tard, mais en réalité, ce n'est pas réellement une révolution, cette fonctionnalisation dans la préfectorale, dans le sens que l'exécutif a à sa main 30% de préfets qu'il peut nommer hors du corps, et que vous avez un turnover des préfets qui est relativement important dans les mains de l'exécutif. Ce n'est pas un emploi stable préfet, c'est-à-dire que vous avez un corps qui est stable en effet, mais lorsque le président de la République et théoriquement le Premier ministre veulent faire un grand turnover du préfet, ce qui est arrivé assez récemment, ils le peuvent. Le préfet en tant que tel sait que profondément, il est certes le représentant de la République, d'une stabilité, etc., mais il est également l'agent sur le terrain du gouvernement. Et que ce faisant, eh bien, vous avez cette fragilité. Donc ça, ce n'est pas si nouveau, même si évidemment, on va puiser en dehors du corps de base qui est celui des sous-préfets, qui lui-même est déjà très fonctionnalisé en réalité. C'est-à-dire que vous avez une grande partie des sous-préfets qui n'ont pas choisi la carrière de préfet initialement, qui vont venir de l'extérieur. Et donc, vous avez une construction du corps qui n'est pas direct, frais, émolu, sorti de l'ENA. Il faut sortir un peu de cette conception-là. Donc, c'est une évolution à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément une révolution. En revanche, ça marque justement
une mutation de ce qui fait l'identité de cette carrière préfectorale. Avec du coup une crainte et en même temps un espoir de la part de l'exécutif d'une mise sous tension de cette préfectorale pour rentrer dans, je dirais, une approche normée de l'évaluation. Donc, concernant les carrières, ça pose potentiellement plusieurs problèmes, cette évolution, au-delà de ce que l'on vient de dire. Ça pose un problème potentiel d'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, la préfectorale, du coup, devient une carrière dans laquelle, filière, du coup, dans laquelle, si vous vous y engagez, vous ne savez pas exactement comment est-ce qu'ensuite va pouvoir se dérouler la suite des événements. Donc, la réforme qui affectera moyennement Conseil d'État, etc., ne va pas rendre attractif pour les conseillers d'État, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, la préfectorale. En revanche, elle risque de créer des tensions sur le recrutement de personnes qui voulaient réellement s'y engager. L'autre question qui se pose, c'est que vous avez avec la préfectorale un corps dont la nature même introduisait des dispositions dérogatoires au droit commun, notamment en matière de droit de grève, en matière de syndicalisation, dont on ne sait pas exactement s'ils vont pouvoir à terme survivre à cette évolution, étant donné qu'à présent, justement, la carrière n'en est plus réellement une. À voir encore une fois, et ça touche à mon deuxième point, qui est celui du local, et la manière dont on perçoit dans le cadre de cette évolution de la préfectorale le local, avec notamment une intervention assez intéressante de Jean Castex au Sénat le 13 mai, où grosso modo les sénateurs lui disent là vous êtes en train de déraciner nos préfets, le Sénat va se faire un peu le fer de lance de la défense des préfets lors de cette crise, et vous coupez le lien donc avec le local. Et Jean Castex répond en réalité non, c'est-à-dire qu'au contraire, nous voulons localiser l'administration. Et que preuve en est, maintenant, vous ne pourrez pas directement accéder à un grand corps en sortant de l'ENA, vous allez devoir faire vos armes dans l'opérationnel, sur le terrain. Cette réponse, un peu de dialogue de sourds, m'apparaît fondamentalement intéressant, parce qu'en réalité, vous avez, dans cette notion de local, une perception qui n'est pas du tout la même au gouvernement et de la part des préfets et également de la part des élus locaux. C'est-à-dire que ce qu'a entendu jusqu'à présent le gouvernement, tout n'est pas fait, et notamment l'idée de construire une filière préfectorale va soit neutraliser la réforme, soit au contraire lui donner une substance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la filière préfectorale? Est-ce que c'est la reconstruction d'une carrière telle qu'elle existait et telle qu'elle permettait en réalité de former un préfet? Ou est-ce que c'est quelque chose qui permet simplement d'accéder par des voies relativement peu balisées à cette fonction? Pour l'instant, nul n'en sait rien. En tout cas, je n'ai rien trouvé en termes de décision ou même de prise de position du politique qui permettrait de l'esquisser un tant soit peu. Donc, ah oui, quand même, le temps passe vite. Bon, alors rapidement, du coup, on a pour les préfets, le local, c'est le rapport à une forme de cursus honorum. Cursus honorum qui, à chaque étape, va vous permettre d'apprendre un aspect de la fonction préfectorale, enfin du métier préfectoral, réellement conçu comme un métier. Alors que pour le gouvernement, on a cette perception d'un local qui se suffirait à lui-même et qui passerait par un contact direct avec le terrain. Dernier élément concernant la politisation, alors je l'évoque rapidement parce que je l'ai déjà en partie évoqué, je ne crois pas qu'on va assister tout d'un coup à une politisation de la préfectorale. L'enjeu n'est pas là, la préfectorale est déjà en grande partie politisée. C'est-à-dire que pour les raisons qu'on a données, le fait que vous pouvez renouveler à votre guise les préfets, le fait que vous pouvez faire venir 30% de préfets de l'extérieur, il y a déjà une politisation de la préfectorale et les politiques savent qu'est-ce que c'est qu'un préfet de gauche, qu'est-ce que c'est qu'un préfet de droite. Ou plutôt, ils ne savent pas ce qu'est un préfet de gauche et ce qu'est un préfet de droite, mais ils savent quel préfet a le cœur à gauche, quel préfet a le cœur à droite.
Ce que ça change en matière de politisation, c'est bien plus la politisation perçue, notamment par les élus locaux. Le Sénat avait demandé une enquête au CSA à l'été 2020 sur la perception de leur action par les élus locaux, et les préfets étaient plébiscités à peu près 80%, 70 et des poussières, justement parce qu'il y avait cette idée que certes, il y avait politisation, certes, il y avait politique, mais qu'il n'y avait pas politisation au quotidien. Le risque, c'est peut-être de briser ça avec cette réforme. Le risque n'est pas tant, encore une fois, d'avoir des préfets aux ordres, mais il est probablement dans une fragilisation des carrières, et je m'en arrêterai là, qui, du coup, va conduire à peut-être une forme d'amateurisme. C'est le danger, notamment en matière d'ordre public, etc. Des choses qui ne s'inventent pas tout à fait et qui sont très propres, qui étaient très propres à ce corps. Et deuxièmement, eh bien justement, à ce sentiment de politisation. Pour conclure, quels sont les espoirs des préfets qui, vous en doutez, rejettent assez majoritairement la réforme? Il y avait des rumeurs de recours devant le Conseil d'État auxquelles ils ont visiblement renoncé pour deux raisons. Parce que dans leur identité professionnelle, ça ne se fait pas, et parce qu'ils sont persuadés que le Conseil d'État se protège lui-même et ne les protège pas, et que donc, à partir de là, c'est vain. Il y a un espoir, en tout cas dans ceux que j'ai pu sonder et avec qui j'ai pu avoir un entretien, il y a un espoir qui est en réalité beaucoup plus basé sur l'alternance. Il y a déjà une proposition de loi qui a été lancée au Sénat, et là, les prises de position d'un certain nombre de candidats et d'un certain nombre de politiques au moment de la réforme ne sont pas tombées dans les oreilles d'un corps de sourds. C'est-à-dire qu'il y a réellement un espoir que justement, ce que le politique a fait, le politique puisse le défaire. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que non seulement nous avons des points communs dans nos thématiques, mais on a également notre capacité à ne pas respecter donc, la durée prescrite. Et ça, c'est un habitus universitaire. Oui, plus ou moins partagé. On va ouvrir donc un premier volet de discussion et de questions sur les deux premières interventions. Donc, l'intérêt, c'est évidemment d'échanger avec la salle, voire au-delà. Hein, donc, pour les personnes qui nous suivent en Zoom, donc vous pouvez évidemment intervenir, soit en prenant la parole, soit en vous signalant sur le chat. Donc, je tourne vers la salle peut-être dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai des questions, évidemment, mais est-ce que... Dans la fonctionnalisation à 9h30 du matin, on peut comprendre que c'est sûr peut-être un deuxième café. On est tout de suite un peu dans le dur. Oui, deux remarques en fait. Alors sous forme de questionnement, peut-être une première vous concernant, Madame Galli, sur la fonctionnalisation de l'encadrement supérieur. Ce qui est intéressant de noter, c'est peut-être que voir que cette fonctionnalisation s'inscrit aussi dans le cadre d'une disposition, dans une dynamique, et notamment dans la suite d'une disposition de la loi de la transformation publique d'août 2019 qui a ouvert les emplois de direction au secteur privé. Et donc, c'est assez intéressant. Vous parliez de logique néolibérale et on voit que finalement, voilà, il y a tout un processus qui fait qu'on fonctionnalise. Il y a cette logique de fonction publique d'emploi et qui s'ouvre doublement d'une certaine façon. Ça, c'était peut-être le premier questionnement. La deuxième remarque que je faisais en vous entendant, Monsieur Morel, c'était de voir le lien qu'on pourrait faire en fait entre d'une part, la question de la gestion des carrières de la préfectorale et la question du lien au territoire. Et un certain nombre de préfets ont notamment dit attention, nous, les missions préfectorales, ce sont des missions spécifiques. On n'est pas des managers comme les autres. Vous avez utilisé ce terme tout à fait parlant de cursus honorum. Il y a cette idée que finalement, on apprend son métier au contact du terrain, dans une logique territoriale. Et là, tout l'enjeu, ça va être de savoir ce qui va sortir finalement de cette mission de préfiguration de l'Institut national du service public qui va prendre la suite de l'ENA et donc de voir comment va être traitée cette filière préfectorale au sein du futur corps des administrateurs de l'État. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est peut-être toute la différence. Tout va se jouer entre, me semble-t-il, d'un côté, ce qu'on a pu appeler l'action de l'État territorial, et de l'autre côté, ce qu'on pourrait considérer comme l'action publique territoriale. Et il y a d'un côté les élus, de l'autre côté la verticalité de l'État. Voilà, c'est les deux commentaires que je ferai. Il faut réappuyer, pardon. Bon.
La notion de filière préfectorale, actuellement, elle est extrêmement floue et tout va se jouer en effet autour de sa définition. Si on rétablit par la notion de filière préfectorale le cursus honorum, à ce moment-là, ça aura encore été une réforme qui aura tout changé pour ne rien changer et qui probablement aura permis à l'exécutif de marquer son ascendant et je dirais dans une approche qui est une approche de rupture des corps, de normaliser la préfectorale, mais sans en réalité modifier profondément le régime du métier. La question, c'est est-ce que réellement ils ont une alternative? C'est-à-dire que pour l'instant, ce que semble dire les préfets, c'est que grosso modo, eh bien, à défaut de cursus honorum, vous n'avez pas réellement, c'est pas seulement un rapport au local et un rapport au terrain, c'est un rapport à différents métiers, à différents aspects du métier qui, si jamais ils ne sont pas maîtrisés, eh bien, peuvent ensuite créer des difficultés, que ce soit le rapport aux élus locaux, que ce soit le rapport aux questions de maintien de l'ordre public, que ce soit le rapport ensuite je dirais, au rôle de coordination qui, en plus, a été appuyé concernant les préfets ces dernières années. Donc, arriver à un poste de préfet sans maîtriser ces différentes facettes du métier, c'est évidemment compliqué. Donc, cette filière va devoir s'y attacher. Si elle s'y attache, on va probablement retomber dans quelque chose qui aura assez peu de différence et d'aspérité par rapport à ce qui existait déjà, si ce n'est évidemment l'existence du corps. Merci. Je pense qu'on va pouvoir donc basculer sur la deuxième table ronde. Peut-être juste un commentaire, peut-être pour nous, à nos réflexions un peu plus tard. C'est que moi, ce qui me frappe, c'est un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire, c'est l'idée que tout ça repose au fond sur une vision quand même des élites très négative en termes de clôture notamment et de rigidité, y compris dans la gestion des corps. Et on voit très bien, notamment dans la réaction des préfets, que l'idée qu'il y a des expertises aussi cumulatives qui nourrissent les métiers de la fonction publique est un élément qui disparaît un peu de la réflexion. Et le parallèle que je faisais, c'était avec aussi le discours macroniste sur la vie politique. Et on voit que les nouveaux députés de la République En Marche, quand ils sont arrivés au Parlement, souvent avec une vision très négative des institutions politiques et administratives, ont dû apprendre un métier. Donc, et pour certains, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas appris leur métier de député. Mais en tout cas, donc, ça participe d'une vision quand même très négative à la fois de l'État et de ses pratiques, disons, relativement classiques et routinisées. Merci à vous deux. Bon colloque lillois. Et merci.